Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'AutoML. AutoML, c'est à la fois un principe et des outils, voilà. Et mon attention a été attirée il y a quelques temps déjà, il y a un an, par un article que j'avais vu sur les KT Nuggets. Alors, le titre est un peu provocateur, hein, c'est la mort du data scientist avec AutoML. C'est-à-dire que, hop là, on enlève les gens et on met des machines à la place, des robots, entre guillemets. Bon, le problème n'est pas nouveau, hein. Voilà, mais bon, quand c'est publié sur KD Nuggets, ça attire toujours mon attention. Donc j'avais vu ça il y a un an, j'avais lu l'article en question, et il disait en substance que maintenant il y a des librairies qui font tout pour nous. Voilà, très bien. Donc j'avais vu ça, mais bon, février 2020, j'avais beaucoup à faire, et ensuite il y a eu un drame que tout le monde connaît, donc ça m'est totalement sorti de la tête. J'avais déjà testé en janvier 2020, mais très rapidement dans un tutoriel que j'avais fait sur H2O, hein. On voit ici les librairies qui sont, voilà, et il y a là des gros acteurs qui arrivent là. Waouh, ça c'est du lourd là, hein. On est vraiment sur du lourd. Très bien, très bien. Donc j'avais vu ça, puis je me suis dit tiens, il faut que je regarde ça. Bon, le temps passe, il y a beaucoup de choses à faire, voilà, très bien. Et je vais revenir sur ce qu'il y a derrière tout à l'heure, hein, parce que ça donne bien l'idée ici. Déjà, on voit à peu près les idées, c'est qu'il prend tout en charge. Mais je vais revenir dans l'idée pour qu'on ait l'idée claire, hein, pour qu'on voit bien, euh, pour qu'on ait une schématisation claire de ce qu'il fait pour nous. Alors, ceci étant dit, donc, récemment, encore une fois, comme je passe mon temps à faire de la veille, hein, j'enseigne à des étudiants qui travaillent dans des domaines où il y a plein de choses, il y a plein de nouveautés qui arrivent quasiment tous les jours. Enfin, c'est que j'exagère un peu, c'est pas le top 50, hein. Ceux qui ont un peu plus de mon âge connaissaient le top 50, j'imagine. Il y avait tout le temps des nouveautés chaque semaine. Voilà, bon, on n'en est pas à ce point-là, mais pas mal quand même, hein, pas mal quand même. Donc voilà. Donc janvier 2001, je tombe sur un article, encore une fois, qui me resserre la soupe de TOML. Très bien. Voilà, très bien. Et ce qui est intéressant dans cet article-ci, c'est que bon, il décrit exactement les différentes étapes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une boîte à outils en fait qui intègre une série d'étapes qui sont dans le cadre du data mining, le fameux CRISP-DM, hein, les différentes étapes. Voilà, pré-processing des données, engineering, ainsi de suite. Et voilà, je vais y revenir là-dessus encore une fois, hein. Et j'avais vu un deuxième article sur le même site, voilà, où justement il faisait une typologie, il listait les différentes librairies qui existent dans le domaine, en dehors des grands là qu'on a vus tout à l'heure. Alors du coup, j'ai vu des librairies. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les librairies pour R et pour Python, hein. Le reste, bon, c'est très bien, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est pour R et Python. Voilà, et j'avais vu entre autres un qui était pas mal, c'est Auto Scikit-learn, qui est basé sur Scikit-learn. Voilà. Donc j'ai un peu regardé. Je dis ça m'intéresse ça. Voilà. Et en regardant ici, j'ai vu une série de choses intéressantes, hein. Je vais agrandir un peu là parce que sinon on ne va pas. Donc je vais. Tac, tac. Voilà. Très bien. Et ce qui est intéressant sur AutoScaler, sur AutoScikit-learn, du coup, c'est qu'on a des articles. On a accès à des articles qui décrivent ce qu'il y a derrière. Parce que c'est bien beau de décrire. Voilà. Très bien. Donc, j'avais commencé à regarder ça quand je me suis rendu compte qu'il ne marche pas sous Windows. Voilà. Alors, moi, je fonctionne sous Windows, hein. Voilà, bah, oui, c'est comme ça. Voilà. Donc, le auto-escalaire, là, il ne fonctionne pas sous Windows. C'est dommage, hein, parce qu'il y a un article qui décrit ce qu'il y a dedans, comment il fonctionne, quels sont les principes qui régissent la recherche des meilleurs algorithmes, ainsi de suite. Très bien. Du coup, je me suis rabattu sur un outil qui me paraît très bien, justement, là, un des plus anciens, du coup, dans le cadre là, mais bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas très bien, hein, on est d'accord là-dessus. Voilà, c'est H2O. Donc, c'est sur H2O que je vais essayer de travailler dans cette vidéo. Très bien. Mais avant de faire ça, revenons un peu en amont sur ce que c'est que l'auto-ML. Alors, qu'est-ce que c'est qu'auto-ML? Donc, c'est l'automatisation du processus de machine learning, hein, si je traduis ça de manière très simple, hein. Très bien. Alors, comment ça se passe? Alors, en fait, quand on est dans un cadre prédictif, quand on est dans un cadre d'analyse prédictive, il y a une série de problèmes qui se posent à nous, hein. Il y a le premier problème, c'est que j'ai un problème à résoudre. Voilà, j'ai des données correspondantes. Quel est le meilleur algorithme dans ce cadre-là? Voilà. Donc ça, généralement, on a quelques idées, hein, voilà, mais ça passe aussi beaucoup souvent sur l'expérimentation. Très bien. Ça, c'est un premier point de vue. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le modèle qui marche, l'algorithme qui marche, il faut essayer de comprendre pourquoi il marche, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans mes données? En fait, qu'est-ce qu'il y a comme méta-information, comme caractéristique de mes données qui fait que cet algorithme-là qui marche pour pouvoir reproduire la démarche dans des circonstances similaires? Ça, généralement, déjà, il y a moins de monde là. Là, généralement, il y a moins de monde. Généralement, on cherche le meilleur et on ne réfléchit pas, on applique le meilleur.
Voilà. Mais si on ne comprend pas pourquoi il est le meilleur, on ne peut pas reproduire la démarche après. Et peut-être quand même que c'est un artefact, c'est un coup de peau. Tu sais, les données sont des échantillons à la base. On n'a jamais la population, tu avais toujours des échantillons. Donc il se peut que ça marche, c'est un petit artefact parce qu'on a fait un random seed, un random stat de telle valeur et du coup ça marche bien, on a l'impression que c'est excellent. Hein. Donc il faut absolument, ce deuxième point-là, on le met jamais, on met très rarement en avant, mais il est fondamental. Ça marche, très bien. Il faut comprendre pourquoi ça marche pour voir si ça tient la route réellement et si c'est reproductible. Voilà. Et enfin, il y a un troisième point très important, c'est que une fois que ça marche, une fois que mon modèle marche, une fois que je comprends pourquoi ça marche, il faut essayer de comprendre le mécanisme donc d'affectation. J'ai un individu qui arrive, admettons que je suis dans un problème de classe, j'ai un individu qui arrive, je l'affecte à la classe positive, la modalité d'intérêt, voilà, la modalité cible. Pourquoi je l'affecte à cette modalité cible-là? C'est quelles caractéristiques dans les données ont été mises en avant pour affecter cette classe-là? C'est très important. On ne peut pas dire, ça y est, il l'a classé dans telle modalité, dans telle classe. Voilà, j'ai un algorithme, j'ai un modèle qui a classé dans telle classe. Et voilà, c'est l'ordinateur qui le dit, ça y est, c'est réglé. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Il faut comprendre quel est le mécanisme qui est derrière. L'interprétation des résultats, dans certains domaines, est fondamentale. Dans d'autres domaines, non. Effectivement, quand on fait du traitement d'image très simple et qu'on essaie de reconnaître les chats et les chiens, on veut que ça marche, point. Voilà, on n'essaie pas de comprendre pourquoi. Quoique, ça reste quand même intéressant de savoir pour pouvoir l'étendre à d'autres types d'animaux, typiquement, hein, qui ressemblent à des chats, des félins, par exemple. C'est pas comme des chiens qui est un autre type, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Alors voilà les différents points de vue quand on fait l'analyse prédictive. Souvent, le premier point de vue, il accapare le boulot du data scientist. C'est l'idée que j'ai un problème à résoudre avec ces données, ça, quel est l'algorithme qui marche le mieux? Parce que déjà, rien que cette première étape-là, elle n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, il faut choisir l'algorithme, il faut choisir le modèle, si vous voulez, le type de représentation qu'on va utiliser. Et ensuite, il faut trouver les bons paramètres de l'algorithme. Hein. Si je fais un random forest, je mets combien d'arbres finalement? Si je fais un gradient boosting, je mets combien aussi d'arbres? Comment je mets les différents paramètres? Parce que si vous allez sur les librairies, le nombre de paramètres à manipuler, il est monumental. Quels paramètres je dois manipuler? Comment je dois manipuler? Ainsi de suite. Voilà. Donc, rien que le problème de trouver l'algorithme le plus intéressant dans un problème donné pour des données qu'on est en train d'appréhender, il est compliqué parce que il y a le choix du modèle, du type de représentation qu'on va utiliser, voilà, le type de modèle qu'on va utiliser, le type d'algorithme qu'on va utiliser, et du choix des paramètres. Voilà. Et donc, c'est là-dessus que je positionne le plus, en fait, AutoML, c'est de nous dire que vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Et donc, il va chercher parmi les différents modèles possibles, voilà, ceux qui sont les plus adaptés, en fixant lui-même les bonnes valeurs des paramètres, des hyperparamètres qui régissent les modèles. Voilà. Bien, 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 bien. Sans tout tester. Sans tout tester. Parce que c'est une autre affaire aussi. Hein. Bien sûr, si on a un temps infini de traitement, voilà, on va tester tout. Voilà, on laisse la machine tester. Moi, je fais une boucle. Je mets toutes les différentes valeurs de paramètres possibles. Je mets tous les différents algorithmes possibles et je balance tout en validation croisée et cherche pour moi. Voilà. Mais le temps de calcul n'est pas infini. On n'a jamais un temps infini en réalité. On travaille dans un espace contraint et parmi les éléments qui nous contraignent, c'est le temps qu'on doit mettre pour développer les modèles. Hein. On dispose tous d'un temps limité pour développer quelque chose. Ça n'existe pas, le fait que j'ai toute la vie pour le faire. Très bien. Donc, ce qui est intéressant avec AutoML, c'est qu'il prétend, hein, c'est qu'il prétend se charger pour nous de trouver la meilleure méthode avec la meilleure valeur des paramètres associés. Voilà. Ensuite également, quand on va un peu plus loin, sur AutoScikit-learn, typiquement, il va un peu plus loin. Bon, il est pas sous Windows. Hein. Donc, si vous êtes sous Linux, je vous enjoins de l'installer et de le tester, hein, parce qu'il marche sous Linux. Hein. Très bien. Voilà, c'est qu'il cherche aussi la meilleure préparation des données. Bien sûr, également, hein, quand j'ai des variables, par exemple, s'ils ne sont pas sur la même échelle, il y a des algorithmes, ça ne les dérange pas. Toutes les méthodes à base d'arbres, même si les variables sont toutes quantitatives, mais ne sont pas sur la même échelle, les méthodes à base d'arbres, ce n'est pas un souci. Si vous faites une régression logistique avec une descente de gradient, ça ne va pas le faire, ça. Hein. Donc, typiquement, il faut soit normaliser les données, soit les standardiser, ou soit les transformer pour les ramener sur la même échelle, quelle que soit la formule que vous utilisez. Et donc, là également, il y a un choix à faire sur le pré-processing des données. Voilà. Donc, il y a toute une série d'éléments en réalité. Donc, c'est ce qui est mis en avant ici, justement,
voilà, où ils disent les différents éléments qu'il faut essayer de voir, voilà. Sélection de variables, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout ça est pris en charge dans un cadre général. Très bien. Alors là ici également, c'est bien expliqué. Donc j'ai mis les URL, là, vous pourrez regarder les articles. Là, typiquement, c'est vraiment dans le cadre dans lequel je vais me placer aujourd'hui. C'est, voilà, j'ai les données brutes, il faut les nettoyer. Bon, ça, je ne vais pas trop le faire avec l'outil qu'on va utiliser. Ensuite, il faut faire la sélection de variables, construction de variables, standardiser, pas standardiser, ainsi de suite. Sélectionner les modèles avec les paramètres associés. Hein, voilà. Et enfin, c'est le meilleur modèle dans ce cadre-là que je vais utiliser. Très bien. Alors, ce que je vais utiliser aujourd'hui, justement, c'est H2O. Voilà. C'est une librairie qui marche très bien. Je l'ai testé à différentes reprises, hein, je vais en parler tout à l'heure, qui marche très bien également. Et il a un outil pour l'AutoML. Voilà. Alors, H2O, hein, voilà, la documentation est là. Voilà, je traduirai tout le temps. Voilà, donc vous trouverez la documentation en ligne qui est là. C'est un excellent package. Hein. C'est un excellent pendant pour ceux qu'on utilise habituellement sous Python, typiquement. En fait, il est en Java à la base, mais on a des API qui permettent d'y accéder via Python. Voilà. On peut le commander via Python. C'est ce que je fais ici. J'ai fait une série de tutoriels. Hein. Voilà. H2O, machine learning avec H2O, voilà. Et justement, avec le machine learning avec H2O, j'avais, non, voilà, j'avais fait une série d'explorations et dans plus loin, j'avais déjà parlé d'AutoML. J'avais parlé d'AutoML. Hein. Donc, je vais en reparler ici de manière un peu plus détaillée cette fois-ci, hein, en montrant ce qu'il y a derrière. Très bien. Donc ça, c'est un premier élément, mais H2O, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Hein. Un, pour la réduction de dimension. Deux, pour Word2Vec, pour mes cours text mining, c'est ce que j'utilise. Hein, voilà. Voilà. Et j'utilise également… Ah non, ça, c'est pour autre chose. Très bien. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on va voir comment H2O va mettre en œuvre l'AutoML pour chercher dans un continuum de modèles et dans un continuum de paramètres possibles de ces modèles-là, il va chercher le modèle et le meilleur modèle et aussi les meilleurs paramétrages. Sachant qu'il peut les faire coopérer. Hein. Il peut appliquer ce qu'on appelle le stacking, il peut les faire coopérer pour 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 les faire fonctionner de manière conjointe. Hein. On sait que faire coopérer des modèles, ça permet d'améliorer aussi les performances globalement. Hein. J'ai des modèles qui ont chaque modèle individuel a tel niveau de performance. On peut les faire coopérer avec le principe du stacking et le modèle global qui en est issu est plus performant que chaque modèle individuel. Le stacking également, j'ai dû en parler, je ne sais plus, bon, je vais le chercher tout simplement. Hein. Voilà. Voilà, c'est un cours que je fais par ailleurs sur ce que c'est que le stacking. Voilà, c'est la coopération de modèles de nature différente, à la différence des bagging boosting, hein, où là, c'est des mêmes types de modèles, mais qui on a appris sur différentes versions des données. Là, on est sur un autre cadre, là, un autre framework. Hein. Très bien. Donc, je reviens à mon affaire. Donc, l'idée, c'est de travailler sur AutoML. Voilà, travailler sur AutoML. Voilà, et celui qui est basé sur la librairie de H2O. C'est ça l'idée. Bien, très bien. Alors, les données que je vais utiliser pour ça, on va revenir sur les données spam. Voilà, j'utilise les mêmes données parce que moi, celles-là, je les connais très bien. C'est une base qui est très connue. Hein. C'est l'idée, c'est d'essayer de prédire la nature d'un message quelconque, de savoir s'il est spam ou pas spam, en se basant sur ses caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est la fréquence de certains termes, de certains caractères, de certains types de caractères. Est-ce qu'ils sont majuscules ou pas? Hein. Les données sont là. On a utilisé ça à plusieurs reprises. Hein. Voilà, donc ça… Donc la variable cible, c'est spam. La modalité cible, c'est yes. Voilà, on veut identifier les spams égal à yes, donc ceux qui sont des spams. Voilà, et pour prédire cette classe-là, on a les caractéristiques des messages. Est-ce que la fréquence du terme dollar, le point d'exclamation, si vous avez un message rempli de points d'exclamation, ben, est-ce que c'est suspect ou pas? Si tous les caractères sont en majuscules, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Vous recevez un message et tout écrit en majuscule, voilà, c'est suspect, ainsi de suite. Voilà. C'est très, très, très classique. Voilà. Très bien. Alors, dans ce tutoriel, du coup, mon idée est la suivante. Je vais charger les données, je vais les scinder en apprentissage test comme d'habitude, et je vais lancer AutoML.
sur les données d'apprentissage. Donc, il va construire une série de modèles de manière relativement intelligente. Hein, j'espère qu'il ne cherche pas dans tout l'espace de représentation possible. Hein. Il va faire une sélection en se basant sur la validation croisée, voilà, et il va sortir le modèle le plus intéressant ou bien la combinaison de modèles la plus intéressante. Hein, voilà, parce que comme il les a appris, il peut aussi les faire combiner. Voilà, c'est l'idée, en utilisant donc les méthodes de rééchantillonnage, en l'occurrence la validation croisée. Très bien. Une fois que j'ai ça, une fois que j'ai le modèle le plus intéressant, on va l'inspecter un peu pour voir ce qu'il y a derrière. Et une fois que c'est inspecté, on va l'évaluer sur l'échantillon de test. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, sur ces données-là, je vais mettre en avant une série de caractéristiques qui me fait penser qu'un random forest doit très bien marcher sur ces données-là. Et donc, je vais lancer ensuite un random forest avec la librairie scikit-learn cette fois-ci pour voir les performances. Hein. Et je vais mettre le même temps de calcul entre AutoML, à qui on attribuera un certain temps de calcul, 30 secondes, et le random forest, où je mets suffisamment d'arbres pour que le temps de calcul global fasse aussi 30 secondes. Voilà. Comme ça, on est bien sur les mêmes, on les met sur le même pied d'égalité, hein, en termes de temps de calcul et développement du modèle. Et on verra que finalement, les performances sont très proches. Hein. Donc, AutoML, il y a encore du boulot à faire, mais l'idée est intéressante. Hein. Surtout dans AutoScaLearn, que j'ai fermé du coup, dans l'article qui est en ligne, il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont dites en disant, très bien, donc il faut chercher, voilà, il ne faut pas tout chercher, on ne peut pas chercher toutes les solutions possibles, donc il faut utiliser un certain cadre pour chercher les solutions les plus intéressantes, voilà, donc il explique à peu près ce qu'il y a derrière. Et parmi les éléments importants, c'est qu'il faut mettre en relation les algorithmes utilisés avec les caractéristiques des données, les méta-informations qu'on pourrait extraire des données. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants, c'est que on peut tester à l'aveugle, tester tout. Voilà, très bien. Mais réfléchir un peu en amont, en regardant ce qu'il y a dans les données pour savoir quelles sont les méthodes les plus intéressantes, ça peut être aussi une idée qui mène un peu plus loin parce qu'on comprend pourquoi ça marche. Hein. Il y a deux étapes. Chercher ce qui marche le mieux et ensuite comprendre pourquoi ça marche. Et ça, cette deuxième étape-là, elle nous permet de rendre la démarche reproductible. Voilà. Ouh là là, j'ai pas arrêté de parler là. Voilà. Bon, on va faire le tuto maintenant parce que bon. Très bien. Donc, j'ai lancé du Jupyter, comme d'habitude. Voilà, New Python 3. Très bien, donc j'ai préparé comme d'habitude également. Je vais charger des données. Tac, voilà, paf. Et j'exécute. Donc, il change le répertoire par défaut. Ensuite, je charge avec la version de Panda qui marche actuellement. On est en mars 2021. Donc, maintenant, Panda marche sans qu'on ait besoin de mettre l'engine là. Voilà. Et voilà, la base PAM, il y a 4601 observations. Voilà. Et il y a 56 colonnes, 56 variables, dont la variable cible spam. Voilà. Toutes les autres sont numériques. Voilà. Donc, toutes les autres numériques. Donc, il n'y a pas un recodage à faire ou quoi que ce soit déjà. En revanche, rien ne dit qu'ils sont sur la même échelle. Ils ne sont pas sur la même échelle en réalité. Certaines, c'est des valeurs pondérées, c'est des fréquences pondérées, c'est des fréquences relatives, et d'autres, c'est des comptages. Hein, donc, voilà. Donc ça, déjà, c'est l'élément qui permet de voir qu'effectivement, on n'est pas... Donc, si on utilise par exemple une régression logistique avec une descente de gradient, on a intérêt à standardiser les variables. Voilà. Mais bon, moi, je dis rien. AutoML doit se débrouiller. Très bien. Alors, je vérifie, je vais, tac, je vais scinder les données en échantillons d'apprentissage et de test, hein, comme d'habitude. Voilà, j'ai mis 3601 en apprentissage et du coup le reste 1000 en test. Voilà, le random stat, je mets 2021. Pourquoi? Parce qu'on est en 2021. Et je fais un tirage stratifié. Donc, de manière à ce que donc, la proportion des classes soit les mêmes dans l'échantillon d'apprentissage et dans l'échantillon de test. Hein. Donc, je fais un tirage stratifié sur la variable cible, hein, pour que les proportions des classes, les proportions relatives des classes soient respectées. Voilà. Très bien. Donc, une fois que c'est fait ça, je vérifie justement ces fameuses proportions. Hein. Tant qu'à faire. On doit avoir les mêmes. Hein. Un chouïa après, parce qu'il y a des données, on ne peut pas les diviser en... On ne peut pas avoir des fractions de données. Très bien, effectivement, on a bien ici les mêmes proportions. Hein. Dans l'échantillon d'apprentissage, dans Train, ici, il y a 60,6% de No et 39,5% de 4% de Yes, et pareil ici. Très bien. Ça, il faut tout le temps vérifier. Hein. Alors, si on fait un tirage stratifié, on l'aura, mais vérifier, c'est toujours mieux. Voilà. Et est-ce qu'on est obligé de faire un tirage stratifié tout le temps? Je le conseille. Hein. Si vous ne le faites pas, s'il y a suffisamment d'observations,
Ça marchera de toute manière, parce que les tirages sont représentatifs. Quand l'échantillon est assez grand, on aura la même représentation, on aura la bonne représentation. Dès qu'on a un échantillon un peu petit ou que les classes sont très déséquilibrées, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que sinon, on peut avoir des disparités qui fait qu'après, la modélisation, elle est pas, le modèle, enfin, les résultats ne sont pas généralisables. Très bien. Alors, une fois que c'est fait ça, donc je vais importer H2O. Donc ça, encore une fois, hein, ce travail-là, je l'ai fait ici. Hein. Donc ça, vous avez le détail ici. Voilà, j'ai parlé ici. Alors ici, c'est une autre base que j'ai utilisée. C'était la base Pima. C'était la base Pima, mais c'est exactement la même démarche ici. Donc vous avez les commentaires que je peux mettre ici. Voilà. Mais comme on m'en a parlé récemment en réalité, voilà, et comme je suis allé voir aussi cet article-là, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo parce que ça permettra aussi à vous, les étudiants, de regarder les choses, de voir qu'il y a des solutions qui vous permettent de lancer déjà, d'avoir une idée des performances, et ensuite de vous d'optimiser en vous basant sur les connaissances que vous avez données. C'est ça, en fait, la vérité, le vrai point important. C'est que moi, mon conseil, c'est que vous prenez AutoML. Pourquoi? Ça vous permet déjà d'avoir une référence. Vous le lancez sur vos données, paf, vous avez un certain niveau de résultat. Ensuite, une fois que vous avez un résultat, ça vous sert de baseline. Hein. Vous dites, voilà ce qu'on peut essayer, on peut espérer trouver. Ensuite, vous commencez à réfléchir après, et en fonction des caractéristiques des méthodes et des caractéristiques des données, vous essayez de trouver les bons algorithmes, avec les bons paramétrages, et vous pouvez vous comparer aux baselines que vous avez mis en œuvre. C'est ça. C'est en cela qu'il est intéressant, en fait. Hein. Moi, AutoML, je l'utilise, voilà, mais il me sert surtout de vérifier jusqu'où on peut aller. C'est ça l'idée, en fait. Très bien. Donc, j'importe H2O, donc j'ai installé H2O, hein, voilà, j'ai installé H2O, j'ai installé aussi le package, ainsi de suite, voilà, et voilà, j'affiche la version de H2O que je vais utiliser. Une fois que c'est fait ça, je peux lancer le moteur. Hein. C'est le moteur Java, hein, c'est un serveur en fait. Hein. Voilà, donc il est en train de vérifier là, voilà, alors comme il n'y est pas, il va le lancer, et comme il va le lancer, donc il va être accessible via un port, enfin ici avec un numéro de port qui est là. Très bien. Alors le nthreads-1, ça veut dire que j'utilise donc tous les cœurs disponibles sur ma machine. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. J'ai une machine qui est multicœur. Voilà, il va utiliser tous les cœurs disponibles. C'est ça l'idée. Hein. Est-ce qu'il met les nombres de cœurs ici? Oui, voilà. Hein, voilà, les 8 cœurs. Donc c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc je l'ai installé hier. Hein. Voilà, j'ai fait la vidéo aujourd'hui, mais je l'avais installé hier. C'est pour ça que ma version est vieille d'une journée. Hein. Très bien, donc voilà, ça y est, maintenant vous avez un serveur qui est en train de tourner sur votre machine, voilà, qui peut recevoir les ordres, faire des calculs, ainsi de suite, et les ordres, on va les envoyer via Python, là, tout de suite, là. Très bien. Alors, premier élément important, mes données, là, je vais les transformer en données, en data frame H2O. Hein. Au départ, j'ai des data frame Panda, voilà. Ici, les données d'apprentissage, hein, parce que là, j'avais fait ici la subdivision apprentissage test. Voilà, là, on a data frame qui est en fait Panda. H2O ne sait pas manipuler parce que ce n'est pas un type qui reconnaît directement. Donc, ce data frame Panda là, je vais les transformer en un data frame H2O. Voilà. C'est ce que je fais ici. J'affiche le type, voilà, et les types des variables, et effectivement, il a bien reconnu ici, voilà, mais c'est un autre type maintenant, hein, c'est un autre type. Hein. Si je fais ici type de htrain, voilà, voilà, c'est un data frame de H2O. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Très bien. Alors, une fois que c'est ça, maintenant, je vais lancer donc AutoML. Donc, je vais lancer d'abord parce que ça prend un certain temps, et le temps que ça tourne, ici, j'explique. Donc, j'appelle ici la classe de calcul, voilà, je l'appelle, voilà, je l'instancie, je crée un objet AML, voilà, pour Auto Machine Learning, voilà, AutoML, et je lui alloue un certain temps de calcul. Ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Selon les contraintes que vous avez, selon ce qui se passe, ainsi de suite, voilà, vous allouez un petit temps de calcul initial, et là, typiquement, j'ai alloué 30 secondes. Voilà. Et du coup, la vidéo est un peu saccadée, là, vous voyez pourquoi? Parce que là, il prend tous les cœurs possibles. Là. Bon, il a fini du coup. Il a fini du coup. J'aurais dû regarder. Mais là, comme j'ai dit, utilise tous les cœurs disponibles, il a pris les 8 cœurs de ma machine. Donc, du coup, même la copie de la vidéo était saccadée parce qu'il prenait toutes les ressources. Là, il y a un random stat, comme d'habitude. Je le mets aussi 2021 parce qu'on est en 2021, tout simplement. Voilà.
Très bien. Une fois que je l'ai instancé, j'appelle la méthode train, voilà, où je passe ici les données d'apprentissage et je donne en Y le nom de la variable cible. Donc, toutes les autres variables sont des variables explicatives, potentielles. Alors, il a fait un petit message. Il a dit, il n'a pas installé donc le XGBoost. J'ai vu effectivement qu'il fallait l'installer en plus. Bon, je ne voulais pas le faire ici. Donc, il a utilisé une série de méthodes qui étaient disponibles, mais pas XGBoost parce que je ne l'ai pas installé. Voilà. Vous pouvez l'installer sans aucun problème. Voilà. Très bien. Alors, première chose à faire, qu'est-ce qu'il a testé comme méthode, hein? Combien de méthodes il a testé et qu'est-ce qu'il a testé comme méthode dans les 30 secondes qui ont été allouées. C'est ça l'idée. J'exécute et voilà. On a une série d'observations ici d'indicateurs, voilà. On a le mean square error, root mean square error, comme on est dans un cas de binaire, bah, voilà, on peut calculer le log loss, et l'AUC, c'est celui qui m'intéresse le plus ici en l'occurrence, hein, parce qu'il est très lisible. Donc on voit qu'on modélise plutôt pas mal, hein. On a un AUC qui est de 0,98, voilà, on modélise plutôt pas mal. Voilà, et il a testé combien de modèles? Il a eu le temps de lancer 19 modèles, 20 modèles. 20 modèles, hein, de 0, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un GLM, on voit bien ici, hein, donc une régression logistique. Il a fait un gradient boosting, voilà, pas XGBoost, un gradient boosting machine, voilà. Il a fait un réseau de neurones avec deep learning, voilà, avec un certain type de paramétrage, voilà, des deep learning, vous avez vu, hein, différents deep learning, voilà. Il a fait un DRF, alors c'est distributed random forest, il a fait aussi random forest. Il a fait un Extreme Random Tree peut-être, je ne sais pas. Oh là, pour le coup, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Mais il faut lire la documentation. Il faut lire la documentation parce qu'il teste une série différente, donc une série de modèles. C'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'il teste une série de modèles avec, pour chaque modèle, différents paramétrages. Ensuite, très aussi intéressant, il peut les faire combiner via le stacking. Il peut les stacker, il peut les empiler, si vous voulez, hein. Il peut les faire coopérer. Alors, il y a deux types de coopération possibles. Soit il fait coopérer tous les modèles individuels qui sont là. Voilà. Voilà. XRT, ça doit être Extreme Random Tree, je pense. À vérifier dans la documentation. À vérifier dans la documentation qui est là. Donc, ça vous fera un peu de lecture. Voilà. Très bien, je reviens à mon affaire. Voilà. Donc, soit je fais coopérer tous les modèles, soit je prends les meilleurs de chaque famille. Donc, je prends les meilleurs des gradient boosting, je prends les meilleurs des random forest, je prends les meilleurs de deep learning, je prends les meilleurs de GLM, je prends les meilleurs, et c'est uniquement ces meilleurs que je fais coopérer. Voilà. Et donc, on a une série de résultats ici, et si on se fie à l'AUC, le meilleur apparemment, c'est de faire coopérer les meilleurs modèles de chaque famille. Voilà ce qu'il a fait ici. Voilà. Très bien, si on se réfère à l'AUC. Ok, très bien. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a testé différents algorithmes avec différents paramétrages en cherchant au mieux possible. Voilà, en cherchant au mieux possible. Nous, la seule chose qu'on a dit, c'est que tu disposes de 30 secondes pour faire ce travail-là. C'est assez confortable pour nous, hein. Donc, c'est là qu'on vient vous dire qu'effectivement, AutoML, c'est la fin du data scientist parce que finalement, ça, je peux le faire. On peut le faire, ça, via une boucle Python. Alors, chercher de manière plus sioux pour ne pas avoir tout testé, ça engendre donc un algorithme supplémentaire de recherche, hein. C'est ce qui est décrit dans la documentation. Voilà, en tout cas, d'AutoScikit-learn. Voilà. Mais à la limite, si le temps est fini, moi, je fais des boucles et je te le fais tous, moi, hein. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fixe le temps dont on peut allouer, voilà, dont on peut disposer, et après, lui, il cherche. Voilà. Et donc, il cherche, et ce qui lui semble mieux, c'est de faire coopérer les meilleurs modèles dans chaque famille de méthodes. Très bien. Alors, on peut afficher les mêmes informations de manière différente. J'avais vu ça, mais bon, c'est guère plus finalement. Voilà. Voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en plus le temps de calcul, voilà, qui est affiché. On a les mêmes informations que tout à l'heure, hein, voilà. Et là, on a les différents types d'algo exprimés de manière plus explicite, hein, voilà. Donc, stacked d'ensemble, GBM, DRF. Ah, le XRT, c'était aussi un random forest, en fait, hein, voilà. Très bien. OK. Alors, le meilleur modèle, c'est lequel? Le meilleur modèle, c'est le premier, donc c'est le stacked sur le best of family. Voyons voir, je vais afficher le leader.
hein. Donc là, j'affiche tous les modèles avec Git Leaderboard ou les leaderboards ici. Voilà, c'est ce qui est utilisé. Et le leader, c'est le meilleur modèle et c'est le stacked ensemble de Best of Family. Et on nous envoie une série d'informations, voilà, sur le F1 score, F2 score, F05, l'accuracy, précision, recall, ainsi de suite. Voilà, série d'informations. Il y a même les données pour construire la courbe de gain, la courbe de liste cumulée. Voilà. Pourquoi pas avec soit en apprentissage, soit en validation croisée. Bon, je ne vais pas m'attarder ici parce que la vidéo serait trop longue. Tout ça, je décris de manière détaillée dans ce tuto. Je reprends toutes les informations et j'explique exactement ce qu'il y a dans chacun des éléments. Voilà. Donc, je vous enjoins de regarder le tuto qui est là. Voilà. Et ça vous permet aussi de mieux connaître H2O. H2O est une excellente librairie. Il y a beaucoup de fonctionnalités là-dedans et j'utilise avec beaucoup d'intérêt. En tout cas, dans mes enseignements, j'utilise parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. En plus des méthodes supervisées, des méthodes d'analyse prédictive, il y a aussi des méthodes pour la réduction de dimension et également pour le text mining. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'utilise. Il y a des méthodes de deep learning aussi, dans le cadre supervisé. Très bien. Alors, qu'est-ce qui reste à faire après alors? Je vais faire la prédiction sur l'échantillon test. Donc, ici, c'est le data frame test panda. Je le transforme ici en data frame de H2O. Et ensuite, j'appelle la méthode predict du modèle que j'ai construit. Il va utiliser le meilleur, hein, celui qui empile donc les meilleurs modèles de chaque famille. Voilà, cette prédiction, je la transforme comme c'est des données de type ici H2O, on ne peut pas l'afficher directement. Je la mets en format data frame panda et j'affiche les premières lignes. Qu'est-ce qu'on a dedans? On y retrouve, donc voilà, vous avez vu hein, que c'est bien, et c'est bien le modèle, c'est le modèle leader qu'il a utilisé, c'est le modèle empilé. Voilà, on a 3 colonnes, on a la prédiction, et ici on a les classes d'appartenance. Pour la modalité no, donc c'est les probabilités pour les classes. Hein. Donc c'est la probabilité d'appartenance aux classes. Probabilité d'appartenance aux classes. Pour no et pour yes. Hein. Donc là la prédiction c'est no, et on voit bien pourquoi, parce que la probabilité d'être no est supérieure à celle de yes. Ainsi de suite. J'affiche les premières lignes ici. Hein. Il y a 1000 lignes normalement. Très bien. Et donc, je vais calculer les performances prédictives en confrontant le spam observé sur l'échantillon test et la prédiction de mon modèle. J'exécute. Voilà. Et le taux de reconnaissance est de 95%. C'est-à-dire que si j'applique mon modèle sur un nouveau message, voilà, j'ai 95% de chances de prédire correctement. Ça, c'est un premier élément. Mais plus en termes d'évaluation, c'est que je peux aussi calculer l'AUC puisque je dispose ici donc de la modalité, de la probabilité d'appartenance à la modalité cible yes. Donc, je peux utiliser ici le critère AUC de la courbe ROC. Voilà. Donc, si je prends un individu positif au hasard et un individu donc négatif au hasard, j'ai 98,9% de chances que l'individu positif ait un score, une probabilité yes qui soit plus élevée. Voilà, si je résume ça très simplement. Très bien, très bien. Voilà. Donc, là, je me suis attribué 30 secondes de calcul. Voilà, j'ai un modèle avec ces performances-là. Excellent. Alors, maintenant, il y a quand même des éléments supplémentaires parce que c'est un peu boîte noire, là. Hein, je ne sais pas. Bon, on connaît un peu ce qu'il y a derrière, mais quand même. Là, j'ai des gradients boosting. Là, j'ai des réseaux de neurones. Là, j'ai des random forest. Bon, OK. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, en fait? Comment il a choisi? Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière ces modèles? Il y a des outils supplémentaires intéressants, par exemple, sur l'importance des variables dans chacun des modèles. Dans ce graphique-là, ce qu'on a, c'est l'importance des variables, varimp, heatmap, de chacun des modèles. Voilà. Voilà. Donc, c'est l'importance de chaque variable pour chacun des modèles. Donc là, ici, ce qu'on a en abscisse, c'est chaque modèle. Il y en a 20. Et là, c'est les variables. Et on voit que dans certains cas, il y a telle ou telle variable qui est importante dans tel ou tel modèle. Donc là, on voit que le terme dollar, la fréquence du caractère dollar est important dans les modèles ici, GBM, ainsi de suite. Bon, là, en affichage graphique, c'est pas très, voilà, mais on peut faire l'affichage également, mais en termes textuels. Mais bon, après, il faut discerner les informations importantes. Là, au moins, on a des codes couleurs. Donc, on voit bien que les deux termes
les deux features qui comptent beaucoup, c'est $ et le point d'exclamation, de la fréquence du point d'exclamation, voilà. Mais ils sont importants que dans certains modèles, ceux qui sont GBM ici. Vous avez vu à peu près. Voilà. Ça donne une idée. Dans le modèle stacké, et ça c'est une autre histoire. Et justement, je ferai une autre vidéo là-dessus, c'est quand j'ai un modèle ensembliste, par exemple, soit stacké, soit ainsi de suite, comment avoir une information sur la pertinence des variables. Hein. Ça reste toujours un élément important. Hein. Quand j'ai une décision, il faut l'expliquer. C'est le troisième point que j'avais expliqué hein, en fait en introduction de la vidéo. Trouver le meilleur modèle, comprendre pourquoi il a fonctionné en fonction des caractéristiques des données, et trois, le troisième point, c'est comprendre donc, le mécanisme d'affectation hein, sur la base des variables prédictives. Voilà. Donc ça déjà c'est un élément, mais on voit bien en réalité hein, que certaines variables ne jouent jamais quasiment. Donc ça aussi c'est un élément important. Ça. On voit aussi que pour certains modèles, ici, donc la longueur moyenne des caractères écrits en majuscules, ça peut compter également, hein, mais pas pour d'autres modèles. Autre élément également, c'est la redondance entre les modèles. Faire coopérer des modèles, ça n'a intérêt que s'ils classent de manière différente. Donc voilà, et on a un heatmap sur les corrélations entre les modèles. En fait, c'est les probabilités d'affectation tout simplement. Voilà. Voilà, et on voit en fait que les modèles sont quand même relativement corrélés, là, hein, très très corrélés en réalité. Alors GLM, il a mis en rouge, pourquoi? Parce que GLM en fait, fournit des coefficients, et les coefficients sont directement interprétables hein, en termes de relation avec la variable cible via le signe et via la valeur du coefficient même. Hein. Les coefficients d'un GLM, quand on les monte à l'exponentielle, on peut les lire sous forme d'odds ratio, hein, d'un surcroît de risque d'appartenir à une des classes. Hein. Voilà, surcroît de chance d'appartenir à une des classes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il l'a mis en rouge. Voilà. Mais on voit en réalité que la plupart des modèles sont très, très, très corrélés, en fait. Hein, donc, ils prédisent de la même manière. Donc, voilà. Donc, le stacked, en réalité, il n'est pas si décisif que ça, parce qu'en réalité, il met ensemble des modèles qui se comportent à peu près de la même manière. Il est meilleur d'un chouïa, voilà, mais rien qu'à la vue de ce graphique-là, on se rend bien compte que ces différents modèles-là, ils vont se comporter de la même manière, et donc les faire coopérer, ça n'amène pas grand-chose. En fait, et faire coopérer des modèles est intéressant si chaque modèle est performant et qui classe de manière différente. Si on a un consensus, enfin un consensus dans les classements, ça veut dire que j'en prends L, j'ai l'avis des autres. J'en prends un et du coup j'ai l'avis des autres. Très bien. Voilà, donc ça aussi donne une information sur le fait que, effectivement, ici, faire un modèle stacké, bon, ça marche apparemment, hein, mais bon, ça n'amène pas tant que ça. Très bien. Donc voilà, donc je m'étais arrêté là, donc j'ai une certaine idée, je me dis c'est excellent ça. Mais quand même, la base PAM, je la connais un peu maintenant. Donc, vu le temps que je me suis énervé dessus, et donc je sais à peu près les méthodes qui marchent bien, ou ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de mettre en avant un random forest tout seul, voilà, que je vais faire apprendre en 30 secondes, voilà, également. Et je vais expliquer pourquoi le random forest va bien marcher ici. En fait, le random forest, si on regarde les articles de Breman, hein, est très simple. L'idée, c'est que je crée un ensemble d'arbres via le principe du bagging. Voilà. Très bien, donc je fais un tirage avec remise, voilà, un tirage bootstrap des données, et je crée une série d'arbres là-dessus. Voilà. Et ce qu'il faut éviter, c'est que les arbres, justement, soient unanimes, hein, qu'ils aient tous la même décision. Donc, pour ajouter de la diversité dans les arbres, il a introduit Breman un mécanisme de perturbation dans les sélections des variables dans les sommets. Quand on fait une segmentation sur les sommets, voilà, il a ajouté donc un mécanisme donc de perturbation. Et ce que dit Breman est très intéressant, c'est que le modèle ensembliste global random forest est intéressant si on a deux conditions qui sont réunies, c'est que chaque arbre est intéressant de manière individuelle, premièrement, et que les arbres sont très bien diversifiés. Ils sont décorrélés. Voilà le terme. Très bien. Alors déjà, je vais essayer de voir si ces mêmes caractéristiques-là, on peut les voir dans les données. On peut les voir dans les données ou pas. Très bien. Donc, premier élément, je vais voir si les variables sont corrélées entre elles. Si les descripteurs sont corrélés entre elles. Si les variables sont corrélées entre elles, ça va donner une indication intéressante déjà. Allons-y voir. Là, j'ai utilisé donc ici, donc c'est Yellow Brick, j'ai utilisé dans la vidéo la dernière fois, de la semaine dernière. J'utilise ici donc Yellow Brick et je calcule une corrélation de Pearson, une corrélation linéaire entre chaque paire de variables tout simplement, et il fait une sorte de heatmap.
fait un ordre de heatmap. Ici, c'est toutes les variables, sauf la dernière colonne, qui est la colonne spam. Hein, voilà. Très bien, j'exécute, voilà. Il va faire un heatmap des corrélations, et on voit qu'il y a quelques variables corrélées, là, par là, mais sinon, la corrélation entre paires de variables n'est pas si élevée que ça. Il n'y a pas soit des corrélations négatives fortes, du bleu foncé, il n'y a pas du rouge foncé, il y a très peu de rouge foncé, il y a très peu de bleu foncé. Voilà. Donc, si je lance une série d'arbres là-dessus, voilà, bah, puisque les variables sont faiblement corrélées entre elles, forcément, les arbres cerises, les arbres également seront faiblement corrélés entre eux. D'autant plus que j'ai introduit dans le random forest donc ce mécanisme de perturbation. Mais même un back-in simple marcherait en réalité ici. Vu que le fait que les variables sont faiblement corrélées, avec un back-in simple, là, ça pourrait marcher également. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est ça. C'est qu'on a une base qui est faiblement corrélée, voilà, et donc ça va contribuer, donc les variables de la base sont faiblement corrélées entre elles, donc ça va contribuer à la décorrélation des arbres qu'on va construire. Ça, c'est un élément important. Donc, ça milite en faveur du random forest ici. Parce que le nombre de variables corrélées, en réalité, il y en a très peu, en fait. Il y en a très peu. Sur les 55 disponibles, il y en a un sous-ensemble faible, en réalité, qui est corrélé. Donc, ça a un impact sur les arbres eux-mêmes, qui sont construits via le principe du random forest. Donc, très bien. Donc, ça améliore donc les caractéristiques des données, va améliorer donc la décorrélation des arbres. Ah, donc ça milite, c'est un point positif pour random forest. Random forest est bon si les arbres sont décorrélés et si les arbres individuels sont performants. Voyons voir donc s'il y a des variables pertinentes ou pas, en nombre ou pas, dans notre modèle, dans nos données. Donc là, cette fois-ci, je vais regarder la pertinence des variables par rapport à la variable cible. Donc ça également, je l'ai expliqué dans la vidéo sur Yellow Brick. Hein, voilà, je calcule ici donc l'information mutuelle entre la variable cible, voilà, et les variables explicatives. Et ça vous donne une idée de la pertinence de chaque variable explicative donc par rapport à la variable cible. Voilà. Et je n'ai pas de variable qualitative ici. Toutes les variables sont quantitatives. Et j'avais expliqué dans ma vidéo sur Yellowbrick qu'on peut calculer une information. Il y a une variante de l'information mutuelle quand on calcule l'information mutuelle pour un couple de variables quantitatives et puis qualitatives. Ça existe. J'ai mis en référence l'article, hein, parce que sinon, hein, je connais suffisamment certaines personnes qui vont tomber dessus en me disant ouais, une information mutuelle en des variables quantitatives et qualitatives, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Il y a des variantes qui le font maintenant. Voilà. Très bien. Donc, j'affiche ça. Et je veux faire quoi? En fait, ce que je veux savoir, c'est quoi? Ce que je veux savoir, c'est la proportion de variables non pertinentes. Parce qu'il y a un problème dans Random Forest. Il y a le mécanisme de perturbation et quand on fait la segmentation, ça, OK, ça rend les arbres décorrélés, très bien. Mais il faut aussi que chaque arbre individuel soit performant. Chaque arbre est performant et les arbres sont décorrélés. Et donc, pour que chaque arbre soit performant, il faut que la proportion des variables non pertinentes ne soit pas trop élevée. Parce qu'on prend le risque de construire certains arbres qui ne valent rien du tout. Et faire coopérer des choses qui ne valent rien avec d'autres, bah, ça n'amène pas grand-chose. Donc, la proportion des features non pertinents est un paramètre, est une méta-information clé pour voir si les random forests vont bien fonctionner ou pas. Ben là, je vois, il y en a certains qui valent rien, effectivement. Mais quand même, je vois que la proportion ici, voilà, il y a quand même pas mal de variables qui sont intéressantes. Donc, si créer un arbre sans les 3 premières variables, uniquement avec ici les variables suivantes, par exemple, hein, voilà, on peut espérer avoir un niveau de performance individuel des arbres qui reste convenable. Donc, il y a 2 éléments qui militent ici en faveur du random forest. C'est que j'ai une proportion de variables pertinentes relativement élevée, voilà, dans la base. Donc, on peut espérer que chaque arbre pris individuellement soit relativement bon, malgré le mécanisme de perturbation. Et j'ai les variables qui sont peu corrélées entre elles, et donc, ça me donne aussi une certaine idée du fait que les arbres seront aussi fortement décorrélés entre eux. Si on lance par random forest après ça, c'est qu'on ne veut pas savoir, on ne veut pas le faire. Voilà, ben moi, je vais le faire quand même. Très bien, donc je lance.
Random Forest. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Random Forest? Donc, je prends Random Forest classifieur. Voilà, je prends 4000 observations. Non, non. Oui, 4000 arbres. Pas observation au sens individu, hein, 4000 arbres. Ça dure, ben, ça fera à peu près 30 secondes. Je chronométrerai avant. Voilà. Et comme j'ai 8 cœurs, voilà, je dis utilise tous les traits disponibles. Et de nouveau, random stat, je mets 2021 parce qu'on est en 2021. Vous mettez random stat que vous voulez, hein, mais l'intérêt ici, c'est que comme ça, et donc l'expérimentation sera donc reproductible. Très bien. Et ensuite, je fais fit, je vais lancer. Hein, voilà. Voilà. Ici, spam, c'est le Y, la variable cible, et toutes les colonnes sauf la dernière des données, c'est les variables X. Et donc là, il va lancer le random forest classifier. Ah, il a fini déjà. Ah, c'est moins de 30 secondes là. J'aurais pu mettre plus. Hein. Un des intérêts de Random Forest, c'est que vous enquillez les arbres, lui, il ne moufte pas. Hein. Rajoutez des arbres comme vous voulez, là, il ne fait jamais de surapprentissage. Donc, très bien. Surtout qu'avec les paramètres par défaut, là, il fait des arbres très grands. Hein. Donc, la coopération est très efficace. Très bien. Alors, lui aussi m'affiche l'importance des variables pour Random Forest. Donc, je vais afficher l'importance des variables. Donc, là, j'ai récupéré, donc ici, future importance, c'est un des champs de l'objet que j'ai créé, RFC, là. Là, c'est le nom des variables et je les trie de manière décroissante. J'affiche que les 10 premières. On va voir si ça corrobore ce qu'on a vu tout à l'heure. Et effectivement, il me dit Random Forest que les variables les plus intéressantes, c'est point d'exclamation, dollar, remove, ainsi de suite. Très bien. Ici, point d'exclamation, c'est la fréquence du point d'exclamation, c'est la fréquence du terme dollar, sont parmi les plus impactantes pour discriminer les classes. Hein. Très bien. Donc ça, c'est intéressant, ça. Hein. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, où il y avait plusieurs modèles possibles, on a vu dans le heatmap, là, hein, on le retrouve ici. Le fait que deux approches différentes donnent des résultats relativement, donnent des résultats cohérents, c'est toujours rassurant. Ça ne veut pas dire que c'est correct ce qu'on a fait, mais si c'est dissonant, là, on sait que ça ne va pas. Hein. Si c'est cohérent, ça rassure. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais du coup? Je fais la prédiction sur l'échantillon test. Voilà, donc voilà, hein. Je fais predict sur l'échantillon test et j'affiche les 10 premières prédictions. No, no, yes, ainsi de suite. Et donc, de nouveau, je vais calculer le taux de reconnaissance, hein, l'accuracy en test. Paf, 0,95,6. Et rappelons-nous, AutoML, lui, il faisait du, c'est plus haut, 0,95. Voilà, voilà, tout ça pour ça, on peut se dire. Hein. Voilà, mais bon, l'intérêt, c'est que j'ai pas eu besoin de réfléchir ni expliquer. J'ai balancé AutoML, j'ai un résultat qui peut servir de référence. Après, je commence à réfléchir un peu, c'est toujours mieux dans la vie de réfléchir un peu. Et là, j'ai regardé les caractéristiques des données, voilà, et je me suis dit que Random Forest, ça ne doit pas être mal dans ce cadre-là, et j'ai lancé ici, et j'ai un résultat, on ne va pas s'énerver pour 0,06%, hein, 0,6%, on est bien d'accord là-dessus. Hein, et voilà. En tout cas, j'ai la même nature de résultat. Et de la même manière, je peux calculer ici les probas d'affectation. Hein, on a bien que deux colonnes, là c'est le no et le yes. Je vais prendre la colonne des yes pour calculer l'AUC et on va avoir un AUC très similaire également. 0,99. Tout à l'heure, c'est 0,989. Donc, il y a toujours une forme de variabilité des résultats. Hein. Si je change d'échantillon de test, les résultats vont un peu changer. Hein. Si je change le random stat, les résultats vont un peu changer. Hein. Ce qui est important, c'est l'ordre de valeur qui est important. On ne va pas s'énerver pour... il y a un écart de 1 millième, on est bien d'accord. L'AUC tout à l'heure était combien? 0,989 et là, l'AUC, il est de 0,99. Voilà. Sauf que cette fois-ci, je sais pourquoi Random Forest fonctionne. Parce que je l'ai expliqué en amont avec les caractéristiques des données. Très bien. Donc voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, le titre est un peu provocateur, hein, Machine Learning pour tous. Ça fait un peu Machine Learning pour tous. Hein, allez, tout le monde peut le faire. Mais en fait, ce qui me paraît intéressant, c'est de le prendre comme référence. Vous arrivez sur un nouveau problème, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Voilà, vous balancez AutoML. Ceux de H2O ou bien ceux d'AWS, soit de Amazon, soit de Google, soit de Azure, soit d'AutoScikit-learn. Si vous travaillez sur Linux, on peut l'installer ainsi de suite. Voilà, et tester. Voilà, regardez. Et vous avez un premier résultat de référence. Voilà. Ce résultat-là, vous le mettez de côté, vous dites que je dois pouvoir faire mieux que ça. Si je ne fais pas mieux, je prends ce résultat-là. Si je fais mieux, je prends mon résultat. En plus, je sais maintenant pourquoi ça marche mieux. C'est ça l'idée. Ça sert de baseline. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Voilà. Allez, je m'arrête là.
Voilà et ça fera un excellent TD ensemble.